Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge. La révolution alimentaire est en onde avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes. La COVID-19 nous a permis de prendre conscience des limites de la mondialisation au regard de bien des aspects de notre société et à prendre conscience de notre capacité à produire les biens essentiels tels que l'alimentation. Avoir la capacité de produire à l'année de façon autonome, d'un point de vue individuel, collectif ou même à l'échelle de la province ou du pays, est-ce un idéal atteignable? Comment pouvons-nous tendre vers cet idéal de l'autonomie alimentaire? Bienvenue à la Révolution alimentaire est en onde. Ici Jean-Claude Moubarak en compagnie de Juliette Pinatel et de Virginie Hamel. Aujourd'hui, nous recevons une actrice de changement, Claudine Gascon, fondatrice de Croque Paysage. Bonjour Claudine. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler justement de qu'est-ce que l'autonomie alimentaire. Est-ce que c'est à la portée de tous et de toutes? Puis comment qu'on peut peut-être étendre cette pratique si on veut là. Donc pour commencer, en fait, on aimerait ça que tu nous parles un peu de ton super beau parcours là. Oui, bien d'abord merci d'avoir accepté ma proposition parce que vraiment pour moi la révolution alimentaire, je suis convaincue que ça doit passer par une réappropriation individuelle de la production alimentaire. Puis moi personnellement, je suis autonome en fruits, en légumes, en herbes, en champignons, en œufs de poules heureuses et éventuellement en noix chez moi. Oh. Quelle noix? Je sais que par curiosité. En fait, on pourrait être autonome en noix au Québec. Je pourrais en parler tout à l'heure. Là. Il y a même des arbres à noix qui sont indigènes, qui nous permettent d'atteindre l'autonomie en noix. Là. C'est super. Donc, je peux peut-être commencer par parler de Croque Paysage parce que comme je suis une entrepreneur, je me définis beaucoup par mon entreprise donc ça fait quand même 15 ans cette année que Croque Paysage existe et c'est une entreprise qui est spécialisée en plantes et aménagements paysagers comestibles qui est à Val-David. La mission, c'est d'inspirer et de faciliter l'accès à l'autonomie alimentaire et la vision, c'est que tous puissent se reconnecter à la nature et au pouvoir de faire pousser sa propre nourriture. Donc moi, je vois des jardins vraiment partout. Donc, plus précisément, là, on est premièrement des conceptrices d'aménagements comestibles, autant résidentiels que collectifs. On transforme des terrains complets en espaces de vie extérieurs, fonctionnels, esthétiques, qui sont entourés de jardins permaculturels, durables, rentables, qui maximisent le potentiel productif des lieux et qui permettent l'atteinte de l'autonomie alimentaire sur environ 100 mètres carrés de plantation pour une famille moyenne. Donc, on est aussi productrice. On a 10 000 pieds carrés de serre et on produit les plantes comestibles biologiques en pot. On est aussi fournisseuse de matériel spécialisé pour l'implantation de jardins durables et on est aussi formatrice parce que c'est une chose de bien planifier un projet, c'en est un autre de bien l'implanter pour qu'il soit périn. C'en est une troisième de savoir quoi faire pour l'intégrer, pour le rendre justement durable et de plus en plus productif, de plus en plus abondant. Fait que je comprends bien. Dans le fond, on peut à la fois aller visiter Croque Paysage pour acheter des aliments, j'imagine surtout dans la saison de l'abondance, mais est-ce que ça s'étend justement dans la saison? En fait, nous, on vend, on n'est plus ouvert au public. Avant, on a été dans le parcours de Croque Paysage, on a été ouvert au public. On a été un centre jardin où on produisait, où on offrait toutes les plantes qu'on produit. Mais nous, on vend pas de produits tout faits. Là. On vend des plantes en pot pour que les gens puissent jardiner à la maison. On veut vraiment rendre les gens autonomes dans l'apprentissage, l'autonomie dans le jardinage, en fond. Avant de se plonger complètement dans l'enjeu, Claudine, j'aimerais te demander comment est née cette initiative et avant ça, même, quel est ton parcours?
Oui, ben dans le fond, moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis une Montréalaise, mais j'ai fui à Val-David il y a environ 16 ans avec l'urgence d'avoir accès à un espace pour pouvoir jardiner, puis appliquer toutes mes idées. Dans le fond, me créer un terrain personnel parce que l'idée de croque-paysage, fallait que je la crée. Et donc, initialement, moi, j'ai une technique en design ici à Montréal, au Cégep du Montréal. J'ai commencé à m'impliquer dans des organismes écologiques, dont Environnement Jeunesse, entre autres. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment côtoyer toutes sortes d'écologistes puis à me questionner sur d'autres choses que l'habitation, tu sais, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre de manière plus écologique. Donc, l'alimentation, entre autres. Puis, j'ai bifurqué. Je suis allée faire une mineure en anthropologie à l'Université de Montréal. Puis, ça m'a vraiment permis de remettre un peu l'être humain à sa place sur la planète et dans l'évolution, puis de comprendre des choses. Puis, entre-temps, on m'a parlé de permaculture et je suis allée sur des projets de permaculture au Costa Rica, rejoindre des amis qui cherchaient une terre pour devenir autonome. Et c'est là que tu as rencontré Mowgli? Oui, entre autres, tout à fait. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment connectés à la terre, peut-être de manière un peu trop intense à mon goût, mais c'est là que j'ai rencontré un Allemand radical, écologiste radical qui avait déménagé au Costa Rica parce que lui était frugivore, végétalien, et pour lui c'était d'aller dans un pays chaud qui allait lui permettre de vivre sa diète, son mode de vie dans le fond. Puis donc ça m'a vraiment frappée parce que lui, on était vraiment dans la jungle au Costa Rica, on vivait dans des, moi je dormais dans une plateforme dans un arbre, lui il dormait dans une espèce de plateforme, tout ça est compostable à un certain niveau. Puis il dormait dans des lits compostables, c'est bon ça. Lui, il était en bobette dans la forêt, puis il montait dans les arbres comme un singe, tu sais. Puis mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment, comme il prenait l'aliment, il récoltait, il mangeait, il retournait directement à la terre et la boucle était bouclée, tu sais. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de croque-paysage parce que, tu sais, on va parler de permaculture, mais souvent la permaculture c'est pas nécessairement organisé, c'est pas nécessairement esthétique, fonctionnel. Donc moi je me suis dit, comme j'avais une technique en design dans la poche, j'avais un côté artistique en art appliqué, puis je me suis dit je vais faire des aménagements qui sont à la fois esthétiques, fonctionnels et comestibles. Puis je me questionnais pourquoi est-ce qu'on fait des plates-bandes qui sont seulement esthétiques, surtout à Montréal quand on est sur les 4% de terre les plus intéressants du Québec, dans le fond, au niveau agricole, qu'on a complètement bétonisé. C'est vraiment intéressant parce qu'après, à l'extrême, tu as des gens qui vont peut-être cultiver devant leur maison, mais peut-être, disons, je vais exagérer, là, mais cultiver un champ de patates devant ta maison, ça peut faire peur aux voisins parce que là, c'est moins esthétique. Là, tu viens de dire, on peut combiner les deux, esthétique et comestible en même temps. Oui, parce que dans le fond, toutes les plantes font des fleurs, même celles dont on mange le fruit. Il faut qu'il y ait une fleur avant qu'il y ait un fruit. Donc, c'est très facile d'avoir un esthétisme avec les plantes. C'est beau, tu sais, des plantes de tomates, c'est feuillu, c'est vert. Oui, des aubergines, ça fait des belles fleurs mauves. Mais là, Jean-Claude, tu prendrais des notes parce que toi, tu essaies de planter des choses devant chez toi. Mais même quand j'ai acheté la maison, il y avait des hostas. Beaucoup d'ostas, puis j'ai appris que ça se mangeait. C'est comme des feuilles de laitue. On peut manger les jeunes pousses, au printemps, principalement. C'est comme des asperges, c'est super bon, oui. Non, sauf que là, à ce moment-là, si on les mange, la plante, elle pousse pas. L'hosta, quand on le connaît, on sait que c'est une plante qui est très, très vigoureuse, qui finit par prendre énormément de place si on la divise pas, puis à un certain point, on sait plus quoi faire avec. Donc, quand on mange les jeunes pousses au printemps, ça fait en sorte qu'on l'épuise à chaque fois un peu, parce qu'à chaque fois qu'elle veut redémarrer de ses racines, elle va chercher des ressources dans ses racines. Donc, ça fait en sorte qu'on la contrôle de cette façon-là en la mangeant. Donc, c'est vraiment une belle façon de contrôler les plantes qui sont un peu, justement, c'est un beau problème rendu là, parce que tu la manges. Wow, vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Quand je suis revenue au Costa Rica, là, j'ai réorienté mes études en architecture du paysage parce que j'avais mon idée. J'ai fait une mineure là-dedans, puis ensuite, je suis allée à la source. J'ai fait un DEP en horticulture au Jardin botanique de Montréal pour vraiment connaître les plantes. Puis là-bas, ils ont énormément de plantes comestibles qui sont moins connues au Québec. Puis ensuite, j'ai fait un DEP en aménagement paysager parce que je me disais, il faut réussir à
implanter ces jardins-là. Donc, comment on le fait? Puis finalement, j'ai fait aussi un PDC en permaculture. Donc, ça, c'est tout l'espèce de parcours académique éclectique qui m'a permis de démarrer Croque Paysage quand j'ai déménagé à Val-David. Super. T'as également fait un passage à l'émission Les Dragons. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Oui, ben ça fait 10 ans de ça, vraiment en ce moment. Là, ça fait déjà 10 ans que je suis allée au Dragon. C'était quand même imposant, mais j'étais à la croisée des chemins. Tu sais, initialement, mon entreprise, là, il a fallu que je crée une pépinière pour pouvoir, dans le fond, avoir les plantes que j'avais besoin pour mes services de conception et de réalisation d'aménagement comestible. Tu sais, c'est du démarchage à la base. Là. Donc, je me suis dit, allons-y. J'ai eu une invitation. Je me suis dit, allons-y, pour juste faire connaître le concept, tu sais, parce que tout le monde mange, puis donc tout le monde est intéressé à jardiner parce que dans le fond, tous nos ancêtres jardinaient. Tu sais, il y a une déconnexion aujourd'hui de la nature, mais il y a pas si longtemps, on jardinait tous. Ouais. Donc, c'est une activité fondamentalement humaine comme chanter et danser. Donc, il faut tous chanter, danser puis jardiner. Exactement. Oui. Voilà. Mais est-ce que, parce que je suis pas sûre qu'on l'a défini vraiment, mais c'est pour se lancer peut-être dans le vif du sujet, dans l'enjeu, qu'est-ce que l'autonomie alimentaire finalement, peut-être dans tes propres mots là? Oui, ben quand je parle d'autonomie, moi je parle d'autonomie alimentaire individuelle. Donc qu'est-ce qu'on est capable ou collective là, dans des jardins collectifs, mais où chaque individu participe à l'activité de production. Donc se reconnecte vraiment à la terre pour s'alimenter. Donc on est capable là, d'atteindre une autonomie en légumes dès la première année. On est capable d'atteindre une autonomie en œufs dès la première année. Quand je parle d'autonomie, c'est à l'année. Donc, on est capable d'avoir de la fraîcheur dans notre assiette quotidiennement, printemps, été, automne, et on a des surplus pour pouvoir en manger pendant l'hiver. C'est là que la transformation, elle devient essentielle. Puis dans notre passé, ça nous a permis justement de faire en sorte qu'on pouvait avoir de la nourriture jusqu'à l'arrivée du printemps. Oui. Consommation et aussi bonne technique de conservation parce qu'on sait qu'il y a quand même des légumes racines justement qu'on est capable d'aller conserver là jusqu'à mois de mars, avril peut-être. Oui, oui, c'est ça, en chambre froide. Dans le fond, au niveau de la transformation, au niveau des fraîcheurs, ben c'est l'autonomie en champignons dès la 2e année. Ensuite, l'autonomie en petits fruits en 5 ans, puis l'autonomie en fruits en 10 ans, l'autonomie en noix, c'est plus long, en 25 ans. Donc, au niveau des transformations, pour pouvoir en avoir pendant l'hiver, on parle de déshydratation, de congélation, de lactofermentation, de canage et aussi de chambre froide. Mais la chambre froide, tu sais, veut pas, l'aliment il perd quand même de sa qualité. Puis en complément de ces transformations-là, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire à la maison et à l'année si on n'a pas accès à un terrain, c'est de faire pousser des germinations, des pousses, des micro-salades à l'intérieur. À l'année longue. Et là, ça, c'est de la fraîcheur. C'est un jardin intérieur, même quand la neige tombe à l'extérieur. Ouais, puis c'est ça qui est intéressant d'avoir cette combinaison, disons, de légumes peut-être plus racines, de ces conserves-là, avec ce côté plus frais qui est quand même facile à cultiver, parce que sinon, l'hiver devient un peu long quand on mange juste les mêmes types de légumes. C'est ça. Puis c'est ça, il y a plusieurs initiatives maintenant. Est-ce que vous avez une serre sur Croque Paysage, dans le fond? Oui, on a une serre où on produit les annuelles potagères, mais le moins possible, parce que une serre, c'est énergivore au Québec. Là. Donc, nous, on s'en sert de notre serre de mars à dans le fond, fin mars à mai. Là. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une invitation à développer un nouveau mode de vie et s'impliquer davantage dans la production de son alimentation. Oui. Ça nous invite à découvrir de nouvelles espèces, mais c'est vraiment l'implication là. Donc, un peu comme la cuisine, là, Virginie, on dit c'est pas seulement ce qu'on mange, mais c'est le fait, c'est l'activité en tant que telle. Puis peut-être que ça nous sensibilise davantage à l'environnement, à la qualité de ce qu'on mange, mais on est dans un monde où les gens ne portent plus attention à ce qu'ils mangent, ils achètent des choses un peu à l'aveuglette. Tu nous dis non, revenons à cette posture où on prend le temps de s'impliquer dans l'alimentation. Oui, parce que dans le fond, à la base, on est quoi? On est des animaux physiques
Tu sais, on a besoin de bouger, on a besoin d'être à l'extérieur, de prendre la vitamine D, c'est essentiel. Tu sais, d'être dans le moment présent. T'sais, on parle beaucoup de stress, d'éco-anxiété, mais dès qu'on se connecte au jardinage, on est dans le moment présent. Puis c'est vraiment la meilleure façon de chasser l'éco-anxiété quand tu es fier de produire ta propre nourriture, puis que tu sens que tu n'as aucun impact négatif. En fait, tu as même une participation écologique quand tu jardines. Ça donne en fait une forme de contrôle. On reprend un peu le contrôle sur notre alimentation parce que tu sais, on disait qu'on est comme dans un environnement où nos choix sont déjà édités, qu'on n'a pas vraiment de choix finalement. On doit faire avec ce qu'il y a, mais si on est capable de produire nous-mêmes, ben ça nous permet d'une certaine façon de reprendre un petit peu le contrôle et de justement baisser ce stress-là, j'imagine, dont on parle. Là. Puis effectivement, juste d'être connecté avec la nature, ben on le sait, là, il y a maintenant des prescriptions des médecins pour aller faire une balade en forêt. Ben c'est un peu le même principe quand on se met les mains dans la terre, on jardine, on prend soin des plantes, on les voit grandir. Je pense que ça fait faire du bien aussi au niveau du stress. Tout à fait. Claudine, je t'ai décrite comme actrice de changement parce que je t'écoute, puis j'ai l'impression que Croque Paysage nous invite à changer notre mentalité, notre rapport aux plantes. Et donc c'est pas seulement un produit que tu offres, c'est un service, c'est une réflexion sociale sur comment on devrait pratiquer le jardinage. Est-ce qu'on devrait le pratiquer sans penser à l'alimentation ou on devrait vraiment le combiner puis de faire du jardinage, un projet agricole finalement, là, comme ça devrait être? Ben, pour moi, c'est un mode de vie, en fait. C'est vraiment quelque chose que je vois que tout le monde pourrait intégrer à son quotidien. Ouais. Excellent. Maintenant, on va pouvoir parler dans l'émission justement les défis parce que là on se dit bon, jardiner jusqu'à une autonomie alimentaire, ça doit prendre du temps. C'est un projet d'envergure. Tu sais, pour moi qui je fais du jardinage de façon très amatrice. Puis là, avec les années, je sens qu'il y a une meilleure production, mais est-ce que je pourrais être autonome pour l'instant? Non. Donc à Montréal, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'espace nécessairement. Fait que bref, on va pas parler un peu de tous ces défis, mais on veut aussi parler de voir comment ça pourrait s'étendre ces types de projets-là. Donc, grâce à des initiatives comme Croque Paysage, mais est-ce qu'on pourrait contaminer plus de personnes, plus de municipalités là, à mettre le pas là-dedans et que ça devienne une priorité peut-être aussi politique, qui sait. Donc, voilà. Alors, on a une belle émission en vue. On va passer à une pause musicale, puis au retour, on va discuter plus concrètement de comment on peut le réaliser. Peut-être aussi quelles sont les idées préconçues, les obstacles que les gens pressentent pour ne pas s'engager dans ce type d'activité. Donc, est-ce que qui introduit la chanson? C'est toi, Claudine? C'est la chanson de Capitaine Dandelion, Blé dingue. Capitaine Dandelion, c'est un artiste québécois engagé, musicien et agriculteur. C'est un auteur, compositeur, interprète. Son message est pour une agriculture durable et un mode de vie sain au travers d'une poésie positive sur des rythmes entraînants qui font sourire. Oui. Wow, un fermier qui chante. Le dernier là que j'ai en mémoire, c'est Fardoche. Donc, on vous laisse avec cette belle chanson et on revient après la pause. Je virais complètement dingue, mais dis-moi pourquoi les agriculteurs, tous on les renvoie au rang inférieur, pourtant connectés au Père Créateur, des hommes de valeur qui gagnent leur labeur et on les réprimande avec leur tracteur. Ils répondent aux demandes des consommateurs, des légumes en plastique, du maïs au génie, controversé, éthique et rude polémique. Les scientifiques sont persuadés que cette économique est bien calculée. C'est trop pathétique nous faire avaler des tonnes de produits chimiques, de nous dire y a pas de danger. C'est vraiment utopique, ces apprentis sorciers de la folie génétique, ils veulent nous manipuler. Facile de démontrer avec un esprit critique, c'est une absurdité, alors voici ma réplique. Y a vraiment trop de blé, ding ding, ding, j'ai viré complètement ding ding, ding. Y a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, vraiment trop de canola. Y a vraiment trop de blé, ding ding, ding, j'ai viré complètement ding ding, y a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, on continue le combat. Mode de vie basé sur les hydrocarbures, c'est des mesures de la monoculture. Rien qui nous rassure pour l'avenir, pour le futur, mais une chose est sûre, faut protéger mère nature. La situation climatique est vraiment dramatique, tu vois les répercussions jusqu'en Antarctique. Y'a même des ours polaires qui se promènent en sneak, des pas question qu'on soit nostalgique. Si on peut guérir la terre avec l'homéopathie, j'envoie des bonnes vagues de façon télépathique.
aromatique, pragmatique, qui rapplique avec sa clique, ça tombe à pic au système écologique. Itinéraire classique, quand t'as pas beaucoup de fric, c'est vraiment problématique, comme le désert en Afrique. Mais pas question qu'on panique, sur le reggae music, t'es parti pour un bon trip. Où sont passés les soldats? Y'a vraiment trop de blé, ding ding, ding, j'ai viré complètement ding ding, ding. Y'a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, vraiment trop de canola. Y'a vraiment trop de blé, ding ding, ding, j'ai viré complètement ding ding, y'a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, on continue le combat. Sens-tu l'appel de l'appel qui te rappelle que tu es un rebelle? Tu n'es pas un révolté mais un révolutionnaire. Pour sauver l'humanité, une réforme alimentaire doit s'appliquer par nécessité. Où sont passés les massifs motivés? C'est un recrutement de néo-fermiers. Alors embarque dans le train car l'avenir est incertain. Y'a vraiment trop de blé, ding ding, ding, j'ai viré complètement ding ding. Y'a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, vraiment trop de canola. Y'a vraiment trop de blé, ding ding, j'ai viré complètement ding ding. Y'a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, on continue le combat. Y'a vraiment trop de blé, ding ding, j'ai viré complètement ding ding. Y'a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, vraiment trop de canola. Y'a vraiment trop de blé, ding ding, j'ai viré complètement ding ding. Y'a vraiment trop de soya, yo, voyons les gars, on continue le combat. De retour dans la révolution alimentaire est en onde, où on vient d'écouter Capitaine Dandelion, Blé dingue. On est avec Claudine Gascon, où on parle d'autonomie alimentaire. On entre dans notre deuxième partie d'émission. On va parler concrètement de cette autonomie alimentaire. Avant de vraiment se plonger sur des cas typiques, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi c'est réellement différent d'autres types d'agriculture? Oui, la permaculture, c'est une approche globale qui permet de concevoir des systèmes qui sont durables, qui s'inspirent directement des écosystèmes naturels. Donc, l'agroforesterie fait partie de la permaculture. On parle de gestion de l'eau, de la biodiversité, mais ça peut même s'appliquer à l'échelle d'une communauté, d'un bâtiment. Les trois valeurs fondamentales de la permaculture, c'est le soin de la terre, le soin des gens et le partage équitable. Donc, si on arrive à l'échelle d'un jardin domestique, ce qui est important, c'est de miser sur la biodiversité végétale qui va amener un système qui va être résilient et des buts de culture qui vont être permanentes, donc de ne plus jamais travailler le sol parce que on veut optimiser la vie du sol et c'est vraiment les micro-organismes du sol qui vont dégrader la matière qui va tomber en surface et qui vont la rendre assimilable aux plantes et là la boucle est bouclée. C'est vraiment ça la clé, puis au final c'est que ça fait en sorte qu'on travaille beaucoup moins puis qu'on vient comme intégrer les systèmes pour simplement faire des petites actions écologiques au bon moment. C'est tellement pertinent là. Juste te donner un petit exemple. Tu sais, quand c'est le temps de jardiner, là, comme parfois mon réflexe, c'est de dire bon, qu'est-ce que je fais? J'achète des graines, j'achète de la terre, j'achète de l'engrais, puis tu sais, je mets ça dans ma terre. Mais je fais ça à chaque année, donc à chaque fois ça me coûte de plus en plus d'argent, puis je laisse pas la terre faire son travail. C'est comme si, tu sais, on est dans cette logique d'exploitation où on crée les conditions favorables pour, tu sais, faire pousser une plante, puis on les crée à chaque année ces conditions-là, mais tout ça c'est un peu artificiel et ça fait rouler l'économie, mais c'est pas écologique, c'est pas durable. Ça, il y a vraiment plein de façons de jardiner. On dit qu'il y a autant de jardiniers que de façons de jardiner. Tu sais, donc il y a moyen de jardiner de manière plutôt néfaste, même à l'échelle individuelle. Donc mais il y a moyen de jardiner de manière à ce que nos systèmes deviennent autonomes, résilients et même rentables et qui participent à l'écologie plutôt que d'y nuire. Ouais, parce que tu sais, je pense juste au sac de terre ou à l'engrais qu'on achète dans, par exemple, au Canadian Tire, là, semblons le nommer. Malheureusement, si je me trompe pas, ou en fait, on n'est pas au courant, est-ce que ce sont des engrais issus, tu sais, dérivés des énergies fossiles, tu sais, dans le fond. Fait que j'ai quand même un malaise par rapport à ça. On dit aux gens de jardiner, mais qu'est-ce qu'on a, comme à quoi on a accès? Puis tu sais, je suis la première à aller en acheter là, des sacs parce que comme j'ai pas cette éducation-là de comment. Tu sais, la seule chose que peut-être je fais bien, c'est que je prends mes tomates, je les coupe à la fin de l'année, je les étends sur mon sol. Mais
tu sais, est-ce que à chaque fois, j'achète quand même de l'engrais, peut-être de crevettes ou bon. Ouais. En tout cas, tu sais, on fait pas un cours de jardinage sans aujourd'hui, mais tu sais, pour dire que c'est quand même pas facile d'avoir, tu sais, les bonnes informations, puis de savoir par où commencer, là, finalement, là. Ça croque-paysage. Oui, c'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ce que tu nous proposes, on sauve de l'argent. En plus d'être plus écologique, c'est qu'on sauve de l'argent, puis on est bête. Sur le long terme, par contre. J'imagine qu'il y a un investissement important au début, là. Oui, on peut parler de ça. Il y a un investissement en temps, en argent, mais après, c'est profitable, puis l'argent pousse dans les arbres. À un certain point. On vit dans l'abondance, donc c'est facile ensuite de la partager. C'est ça la plus belle partie, je trouve. C'est quand que, là, finalement, tu as réussi à avoir une bonne production puis tu peux la partager. Mais justement, ça nous amène, je pense, sur la question qu'on avait, tu sais, les idées préconçues par rapport à l'autonomie alimentaire. Là, on a parlé de temps, peut-être d'argent au début, mais qu'est-ce que... La place aussi. Ça peut être un argument, dans les idées reçues, en tout cas. Oui, je dirais que les 3 plus grandes idées reçues, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup d'espace. Souvent, on s'imagine que ça prend des acres de terrain avec un 4 roues. C'est des animaux à travers le tracteur. Oui, c'est ça. Alors que quand c'est bien planifié, il y a moyen d'atteindre l'autonomie sur... Quand je parle d'autonomie, je parle d'autonomie végétale, avec des œufs, si on mange des œufs, là, ça c'est une autre discussion, là, mais sur 100 mètres carrés, ce qui est vraiment, donc 10 000 pieds carrés, ce qui est vraiment petit, là, c'est sûr que c'est grand à l'échelle d'une cour à Montréal, là, mais quand on parle de, tu sais, dès qu'on sort de Montréal, ça peut devenir accessible. Puis si on rajoute à ça un jardin dans son parc, un jardin dans son espace de travail, mais là, plus des jardins intérieurs avec les pousses, les germinations, les micro-salades, on peut atteindre une certaine autonomie selon la grandeur de son terrain si on a accès à un terrain. Puis aussi, ce qu'on peut faire pousser à l'intérieur, là, j'ai vu dans certains organismes des colonnes de végétaux. Des colonnes intérieures où on a des végétaux qui sortent comme ça des colonnes. C'est très beau, c'est esthétique, c'est comestible. Moi, je valorise beaucoup le plus possible le naturel. Le naturel. Parce que ça coûte moins cher, puis ça implique le mode de vie, l'intégration à la nature, là. Et moins de dépendance sur le plastique, finalement. Encore une fois, les j'imagine que, tu sais, c'est le fun. Je viens juste de penser à ça, mais le système hydroponique. Peut-être, vertical. Finalement, on a besoin de plein de contenants de plastique. En tout cas, on s'en sort comme pas là, avec le plastique, mais je me demande de... Est-ce qu'il y a une moyen de faire pousser de manière verticale tout en étant écologique? Ben oui, quand on parle de verticalité, on peut faire pousser des vignes. Des vignes à raisin, des vignes à kiwi. On peut être autonome en kiwi au Québec. Du houblon, tu sais, les courges, les concombres. C'est sûr que quand on parle de... Tu sais, moi, je définis ça beaucoup comme des gadgets, là, tout ce qui est plastique, hydroponique. Ça coûte cher, puis ça finit souvent dans un garde-robe. Tu sais, puis en fait, ça en prend plusieurs pour atteindre une autonomie. Tu sais, sinon, c'est juste comme un objet dans son salon, mais tu sais, puis aussi la qualité gustative des plantes, la qualité nutritive et aussi les plantes sont rarement heureuses dans ces systèmes-là. Tu sais, souvent quand je vois des images de plantes dans des systèmes hydroponiques comme ça, elles sont malades ou tu sais donc idéalement, tu sais, on veut créer le plus possible de systèmes naturels pour que les plantes soient heureuses puis que nous aussi on le soit. Parce que tout va ensemble. C'est ça. Parce que dans un système hydroponique, on doit donc rajouter des intrants. Dans le fond, c'est de l'engrais liquide. OK, l'engrais liquide. Oui. Donc, tu sais, il y a une industrie derrière ça aussi. Je comprends. Alors que quand on laisse tomber les feuilles au sol, que, tu sais, il y a un cycle là aussi. On taille les plantes, on les retourne au sol comme ce que tu fais dans ton jardin. Là, la matière, elle est sur place. Donc, on ramasse pas nos feuilles pour les mettre sur le bord du chemin. Donc, le plus possible, on utilise la matière qui est sur place. Donc, ça, c'est une idée reçue. On parlait d'espace, mais il y a aussi qu'il faut avoir une serre pour être autonome. Puis ça, on en a parlé beaucoup pendant la pandémie. Qu'il faut avoir une serre pour être autonome. Ça, c'est une idée romantique que beaucoup de gens ont. Puis, c'est une idée que moi, j'essaie de détruire parce que ça coûte cher, une serre. Et dans les faits, c'est une richesse au Québec qu'on ait des froids
pendant l'hiver parce que ça tue les cycles de pathogènes, les cycles d'insectes nuisibles et ça fait en sorte qu'on recommence un peu à neuf à chaque printemps et il y a vraiment moyen qu'on soit autonome à l'année sans dépendre d'une serre. Puis c'est le fun de se reposer aussi en tant que jardinier pendant l'hiver, regarder la neige tomber, manger ses récoltes. Donc ce qu'on optimise, qu'on valorise plus, c'est d'utiliser des toiles, des tunnels pour suivre la rotation de culture puis éviter d'avoir investi dans des infrastructures qui sont coûteuses. Mais j'avais vu aussi des serres froides qui existent, donc c'est peut-être moins d'énergie, peut-être moins d'investissement, permettent de cultiver par exemple du kale, des épinards, des plantes qui tolèrent bien le froid. De démarrer plus rapidement au printemps puis de poursuivre plus longtemps à l'automne. Juste pour être plus convaincant, est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un fruit ou d'un légume et explique-moi comment tu arrives à en consommer toute l'année? Okay. Puis si on prend les tomates ou n'importe quel fruit ou légume que tu choisis. Les champignons, il me semble que c'est en parler. C'est sûr qu'il faut accepter la saisonnalité. Mais moi, j'essaie toujours d'en avoir à l'année de ce légume-là. C'est juste qu'il n'est pas dans sa forme initiale. Comme par exemple, les concombres, je vais avoir dans mon jardin, j'ai à peu près une vingtaine de plants. Donc, je mange énormément de concombres pendant deux mois et demi. Puis, j'optimise avec des toiles plastiques pour créer l'effet de serre, des toiles thermiques pour prolonger la culture. Mais je m'assure, dans le fond, de prendre les surplus pour faire... surtout, moi, je fais des cornichons. Ou je fais des concombres déshydratés aussi. Mais surtout des cornichons lactofermentés ou dans le vinaigre de cidre de pomme. Et là, je m'arrange pour avoir un pot à chaque semaine jusqu'à ce que le concombre frais revienne dans mon jardin. Ah oui, OK, parfait. Donc, 20 plants. Donc, je vais arriver à des choses très concrètes. 20 plants. C'est assez pour te fournir en concombre puis en cornichon toute l'année. OK, parce que 20 plants, ça prend quand même un certain espace. C'est pas des acres, mais ça prend un petit espace. Un jardin, pour l'autonomie d'un jardin en termes de légumes annuels, parce que on les distingue, là, le potager, c'est les légumes qui reviennent pas à chaque année, donc il faut ressemer à chaque année, replanter à chaque année. Ça prend à peu près 150 mètres carrés à l'échelle d'une petite famille. 150 mètres carrés. Parce que tu comprends que moi, je dois savoir cette semaine si je reste à Roxborough ou je déménage à Val-David. Je t'encourage. Je dois aller mesurer si j'ai le 150 mètres carrés. Juste pour les cocombes. Mais ça, c'est pour les annuels, tu sais. Mais si tu veux des arbres à fruits, des arbustes à petits fruits, des herbes assez vivaces, donc tout un système qui revient à chaque année, que tu implantes juste une fois. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Là, maintenant, ça prend de la planification. J'ai planté des pommiers chez moi. Là, je me dis, bon, j'attends que les pommes arrivent. Ça va prendre quelques années. Exact. Donc, est-ce que c'est important, la planification? Oui. Puis on est dans un monde où on veut tout avoir là au moment même. Donc ça, c'est le court terme, alors que les arbres fruitiers, les arbres de noix, il faut penser à long terme, même aux futures générations. Que nous, on n'en profitera peut-être pas, mais ça serait peut-être une bonne idée dans des parcs de mettre plus d'arbres fruitiers pour que les générations futures aient peut-être accès à ces fruits-là de façon accessible. Oui. Si tous nos grands-parents avaient planté des arbres à noix, on serait autonome en noix aujourd'hui. Nos grands-parents, ils ont tout raté. Mais c'est ça. Mais la richesse au Québec, c'est vraiment les petits fruits. Les petits fruits qui vont produire très rapidement. Et il y en a une trentaine. Puis ce qui est le fun, c'est que ça commence avec la camerise, la fraise, puis ensuite, ça se succède et ça s'entremêle de façon à ce qu'on ait toujours plusieurs petits fruits dans son assiette au quotidien, jusqu'à tard à l'automne, parce qu'il y en a plein qui tolèrent les gels automnaux. Puis, on atteint l'autonomie en petits fruits en 5 ans. Quand c'est bien planifié, c'est vraiment... Parce que les plantes, c'est vivant. Donc, il faut qu'il y ait une planification, une expertise derrière ça pour pas qu'on fasse n'importe quoi, parce qu'on peut faire rapidement n'importe quoi, créer un système qui est hyper dépendant de nous, puis qui fait en sorte qu'une charge mentale plutôt qu'une libération. Est-ce que ça implique aussi peut-être cultiver des espèces délaissées? On pense au pissenlit ou à d'autres herbes qui poussent, des trèfles. Il pousse tellement de choses autour de chez moi que je connais pas. Et lorsqu'on les laisse pousser, c'est ça, on découvre. Est-ce que... Oui, c'est sûr qu'il y a plein de plantes comestibles autour de nous, puis il y a une déconnexion qui s'est faite par rapport à ça. Mais il y en a pas assez pour qu'on puisse tous
tous les manger. Non, c'est ça. Donc, d'établir des systèmes qui sont concentrés puis qui incluent d'autres types de plantes qui sont constantes au niveau de l'alimentation, mais il y en a plein qui sont méconnus, tu sais. Ou si on parle des plantes indigènes, par exemple, il y a la fougère à l'autruche, les têtes de violon qu'on mange au printemps. C'est un légume consistant, vraiment intéressant, qu'on peut découvrir dans nos forêts, mais qu'on peut installer chez soi, tu sais, de façon à ce qu'on n'ait même pas besoin d'aller prendre une marche pour aller récolter. Par exemple, l'asperge. Tu sais, l'asperge, c'est un légume vivace, c'est pas indigène, mais nous, on va souvent en mettre 30, 40 sur un projet comestible parce que c'est au printemps qu'on mange l'asperge, parce que c'est la jeune pousse du plant qu'on mange. Donc, quand on a plusieurs plants, ben là, on en mange, on peut en congeler. Puis, faut ensuite laisser la plante pousser. Puis là, elle devient super belle dans l'aménagement. Puis là, plus elle est grosse, plus elle nous donne encore plus d'asperges l'année suivante. Donc, avant de poursuivre la conversation, je te laisse la parole, Claudine, pour nous introduire la prochaine chanson, encore très thématique. Oui, c'est l'hymne des légumes de Dob Silence. C'est un groupe français. Leur musique fusionne chansons françaises, reggae, hip-hop. Le groupe est composé de 7 musiciens et de 2 techniciens. L'hymne aux légumes, c'est une chanson festive et engagée qui met en avant l'importance d'une alimentation saine et locale en célébrant les légumes et un mode de vie en harmonie avec la nature. Très, très à propos. C'est génial. Merci. On se retrouve après la pause. Ya ya ya, écoute ça, check. Mon style est prêt, je me prends toujours prêt, telle une glace à l'eau. Et je veux ma part du gâteau sur ces morceaux. Je viens pour mes micros, dans mon sac à dos, que des crocos de chez Haribo. La seule salade que je consomme, tu la trouves dans mon vélo. Métro, boulot, McDo, dodo, métro, boulot, McDo. Dans le rap, je suis bon comme du sirop d'érable. Et je coule sur les clubs comme la cire sur ma crêpe. Je ne roule pas sous les diètes et sans la bouffe, je m'embête. Et dans ce gouffre, je m'embête. La maillot même sur les miettes. J'adore le beurre de cacahuète et puis le chocolat noisette. Faudrait d'ailleurs que j'en rachète, c'est bien meilleur que vos courgettes. On boit pas de cocaïne, je tombe que au coca light. Je m'en lèche les babines, 7-9 Fanta ou Sprite. Doucement là-haut, oh. Il faut manger des fruits et des légumes. Vous regardez jamais la télévision ou quoi là-haut? Bon, alors je le dis une bonne fois pour toutes, 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, c'est pas bien compliqué quand même. Francis, t'énerve pas. Mais oui, mais bon, moi ça me tente quand même, il raconte que des salades. Bon, tant pis pour cette fois, hein. C'est l'hymne des légumes, de ta bouche sort de légumes. Depuis qu'on mange de la verdure, on court plus vite que les voitures. Plus besoin de friture, on est 100% bio. On a le flow parce qu'on est pur, on garde la pêche ou l'abricot. Avec mon thé à la menthe, histoire de m'alimenter et de monter pour te foutre à l'amende. Savez-vous planter les choux à la mode de mon trou? Qu'est-ce qu'il y a, tu n'aimes pas ce goût, je m'en pas les noix de cajou. T'as pas l'air dans ton assiette, moi dans la mienne j'ai la patate. Des ciboulettes, du basilic et quelques pâtes. De l'entour de vitamines, je te fais bouffer ton aubergine. Au râpé comme à la cuisine, tiens les uns parmi tant de filles. Francis, je te jure sur la tombe de ma grand-mère que tu les as tous choqués. C'est l'hymne des légumes, de la bouche sort de légumes. Depuis qu'on mange de la verdure, on court plus vite que les voitures. Plus besoin de friture, on est 100% bio. On a le flow parce qu'on est pur, on garde la pêche ou l'abricot. Et le poireau. Ok, viens taper si on voit notre citron. Mais le temps est si long, trop de répétitions. Ici on signe des pétitions pour l'alimentation. C'est pas très vitaminé mais si bon. Mais sinon vitamine mec, n'attends pas le messi, non. Si, félicitations. Merci. Bon, récitons les dictons, aiguisons l'aiguillon, excitons les tétons, défions, défie tous les siphons, les pitons, les pilons de poulet. J'ai déjà creusé vos citrons, laisse tomber des citrons, les gars, les ciboulette. Ciboulette, yeah, yeah, yeah. Tu chopes une angine, Faire manger des clémentines. et si tu chopes un cancer, Faire manger des légumes verts. ah ouais, mais si t'as pas d'amis. Prends un radis enfoiré.
C'est l'hymne des légumes, de ta bouche sort de légumes. Depuis qu'on mange de la verdure, on court plus vite que les voitures. Plus besoin de friture, on est 100% bio. On a le flow parce qu'on est pur, on a la pêche et l'abricot. Et la fiche. C'est l'hymne des légumes, de ta bouche sort de l'écume. Depuis qu'on mange de la verdure, on court plus vite que les voies. De retour à la Révolution alimentaire est en ondes. Nous sommes avec Claudine de Croque Paysage et donc on parle d'autonomie alimentaire. Claudine, donc maintenant, pour ceux qui nous écoutent, là, quelles sont les premières étapes là, qu'on peut mener pour tendre vers cette autonomie alimentaire? Premièrement, si on n'a pas accès à un terrain, on peut soit encourager notre municipalité à faire un jardin, des jardins dans les parcs. On peut aussi encourager notre lieu de travail pour faire un jardin collectif au travail. Sinon, si on veut commencer à une échelle individuelle puis qu'on n'a pas de terrain, ben on peut apprendre à faire des germinations, des pousses, des micro-salades qui représentent dans le fond les premières étapes de croissance d'une plante à l'intérieur, puis qui peuvent générer énormément de récoltes si on aime manger de la salade. Des rouleaux de printemps en plein hiver avec de la coriandre fraîche, par exemple, des soupes miso avec énormément de végétaux à l'intérieur. Sinon, si on a accès à un terrain, ben là, la première étape, c'est l'analyse de sol. On parlait de sol tout à l'heure. C'est vraiment important, surtout quand on veut établir un système qui est résilient à long terme, c'est de connaître son sol. C'est la première étape. Donc, il faut faire une analyse de sol au niveau du pH, puis au niveau de la texture du sol pour pouvoir rajouter des intrants. Il y a juste 4% des sols du Québec qui sont parfaits pour la culture. Donc, c'est normal d'avoir à améliorer son sol. Ou du moins, il faut le connaître pour mettre seulement des plantes qui peuvent bien pousser dans notre type de sol. Mais là, on se restreint énormément quand on s'arrête. Donc, mais c'est facile d'optimiser son sol de manière naturelle avec des intrants extérieurs. Ça prend une implication d'intrants naturels extérieurs au départ. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple du compost, des engrais marins, du basalte qui est un minerai de l'argile en poudre. Donc des minéraux dans le fond qui vont améliorer la texture du sol, la structure du sol, la biologie du sol, donc la productivité, la rétention d'eau. Et ensuite, ben il faut s'intéresser aux plantes parce que c'est un monde à découvrir, puis c'est des êtres vivants, donc comme je disais tout à l'heure, on peut faire vraiment n'importe quoi avec des plantes. Puis, il faut penser à la protection contre les animaux intrusifs. C'est les écureuils, mon combat. J'en ai déjà parlé à l'émission. Maintenant, il y a des dindes sauvages là, près de chez nous. Là, moi, il y a les chevreuils. Là, Mais ça fait partie du jeu. Hein? Ça fait partie du jeu, mais en même temps, quand on investit du temps, de l'argent sur son terrain, il faut penser à ça puis à se prémunir de ça. Il y a des gens qui ont des animaux domestiques. Ça aide énormément. C'est pas pour rien qu'on les a adoptés, qu'on les a intégrés à nos vies, parce qu'initialement ils nous servaient à autre chose que juste de l'affection. C'est là que les premiers humains sont devenus chasseurs en disant ben là on va profiter des animaux qui viennent manger nos plantes. Non, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu de chasse relié à ça ou? On peut, si on mange de la viande, puis un système comme ça attire la protéine. Donc, ça va avec. On a rarement le droit de la tuer. Mais question pratico-pratique là pour parce que là c'est intéressant de connaître les étapes si on veut, mais est-ce que par exemple Croque Paysage vous accompagnez les individus ou plutôt des organisations quand ils veulent peut-être s'y mettre là? Je sais que c'est un peu ça votre mission là. Nous on fait les deux, mais c'est plus l'individu pour l'instant qui vient à l'appel. OK, fait que si on a besoin, mettons, si moi je veux améliorer mon jardin, l'optimiser, ou Jean-Claude veut le faire, on peut faire appel à Croque Paysage pour bien partir, en fait. Tout à fait, c'est ce qu'on fait. Là. On est des concepteurs à la base. Puis vous déplacez? Oui, c'est ce qu'on fait. On planifie, on analyse les terrains, on prend des relevés de terrain, échantillonnage de sol, puis on transforme des terrains complets, puis ensuite on peut dans le fond diviser le projet en plusieurs projets. Puis nous on encourage les gens à le réaliser eux-mêmes, mais on les outille avec les bonnes méthodes pour que ça soit fait une fois, mais bien fait dans un ensemble cohérent. Puis ensuite on a une plateforme en ligne où là on leur apprend des choses, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est
même si nos grands-parents jardinaient, on pense des fois qu'on l'a dans nos veines. Ouais. Moi, si j'écoute ma grand-mère de 99 ans me dire comment elle cultivait, tu sais, qui a grandi sur une terre d'autosuffisance, là, quand elle m'explique comment elle faisait pousser des tomates, ben, je la laisse parler parce que je veux pas la contrarier, mais dans les faits, Ça a changé. aujourd'hui, on a des techniques qui font en sorte qu'on travaille beaucoup moins puis qu'on laisse la nature travailler pour nous. Fait que c'est un investissement, là, disons, de faire affaire avec... Oui, mais c'est un investissement qui est rentabilisé rapidement. Là. C'est ça. On n'est pas économiste. D'ailleurs, s'il y a des économistes qui nous écoutent, on aimerait bien, tu sais, parce que vraiment, l'argent pousse dans les arbres à un certain point. C'est ça qui est intéressant. Puis je pense que c'est important de quand on jardine, là, c'est bon pour notre santé, mais c'est bon pour notre curiosité, notre créativité. Tu sais, on peut avoir beaucoup de plaisir dans cette activité-là. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, curieux dans la vie, voilà une activité qui peut être très ludique pour vous et très, très, très pratique aussi. Puis c'est vrai, le point, là, juste pour qu'on veut revendiquer, disons, plus de ces initiatives-là, dans le fond, c'est vrai que le côté de montrer à quel point on pourrait sauver des sous ou, tu sais, de montrer que c'est rentable d'une certaine façon. En tout cas, ça serait intéressant, effectivement, de pouvoir faire ces calculs, puis ça serait un argument de plus pour peut-être inciter les écoles à se mettre, d'inciter, tu sais, comme les municipalités, comme on dirait que là, j'imaginais le parc près de chez mes parents à Varennes, c'est énorme, il y a tellement de gazon que, tu sais, je me dis, ça n'a pas, tu sais, imaginons si on pouvait cultiver toutes ces parcelles-là, ça serait incroyable. Mais le gazon, c'est un bon exemple de monoculture qui envahit nos terres, qui est coûteux, polluant, alors qu'on pourrait remplacer ça par des plantes comestibles, une belle diversité. J'ai une question avant qu'on termine. Comment on peut développer ça à l'échelle, là? Comment collectivement on peut encourager l'autonomie alimentaire? Est-ce que ça commence par enseigner ce que tu enseignes dans les écoles pour commencer à former la relève? Comment on amène un changement de société? Parce que... Mais c'est sûr qu'idéalement, on irait directement dans les écoles primaires, puis on apprendrait ça à tout le monde dans les écoles. Il y a un organisme québécois qui s'appelle Agricole, qui fait de l'éducation dans les écoles. Excellent. Puis c'est ça. Si on veut faire un changement de société rapide, faut tout de suite interpeller les enfants. Puis les enfants, quand ils jardinent, ils aiment les légumes, ils aiment les fruits. Il y a un instinct naturel. Tu sais, ils sont éveillés à ça quand on leur en parle, quand on leur montre, quand ils grandissent là-dedans. Donc c'est sûr que si d'un coup on éduque tous les petits Québécois à se reconnecter à la nature, ben là on va changer d'un coup. C'est sûr que ça va un peu à contre-courant de prendre le temps, tu sais, de se reconnecter à la nature. Aujourd'hui, tout le monde aime l'idée de manger son paysage, mais les gens ont pas le temps. Donc, moi, j'invite les gens vraiment à prendre le temps pour ça. C'est ce qu'on dit dans le guide alimentaire brésilien, donner à l'alimentation le temps et l'espace qu'elle mérite. Wow. Oui, puis il y a rien de meilleur, que de récolter un petit fruit frais quand il est vraiment prêt, puis de le manger directement dans le paysage. On sait que ça a pris comme 8 mois et plus avant qu'on arrive là, donc c'est très satisfaisant. De se lever le matin, prendre des fines herbes, puis mettre ça dans son tomate fromage, là, puis c'est merveilleux. Mais moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je vous invite dans mon jardin. Dans mes jardins, d'ailleurs, je vous ai amené des champignons. Je vais vous donner ça pour vous donner envie. Super. Ben, c'est un rendez-vous. On va venir te voir. Et puis, on vous invite à aller voir donc Croque Paysage. Je vous invite à aller sur croquepaysage.com. On a un blog. On a énormément d'informations pour vous diriger. Puis, on a aussi notre petite formation gratuite sur les germinations, les pousses et les micro-salades parce que c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire à la maison. Ça permet de comprendre les bases de la croissance d'une plante, les besoins des plantes. Parfait. Donc, on vous invite à faire cela et donc poursuivre cette révolution un croc à la fois. Et on va te réinviter parce que c'est trop intéressant. Merci. Passer d'une émission pour parler de tout. Alors, merci beaucoup, Claudine. Merci à vous. Puis, on va se laisser sur 3 dernières chansons. Donc, on a La mer rose d'Orlanda, Prière quotidienne de Lou-Adrienne Cassidy et Le goût des mangues de Claude Pelgag. Donc, bonne écoute et on se dit à dans 2 semaines. De toi recouvert d'une pénombre, c'est pour ignorer l'atmosphère qui me hante. Les heures passées, les jeux d'esprit s'en mêlent. La mer rose se fige, le froid du souffle s'aiguise. Impossible de respirer.
tout que je te méprise, ou le fait que tes mots me faiblissent. J'aime juste pouvoir respirer. Je fais ma prière quotidienne. Une fois par semaine. Je le sens dans mes veines, mon anathème. Je le sais, tu le sens, si je mens pour qu'un autre m'aime. Entends-tu mon cœur tomber comme la pluie? Au fond, toi seul sais qui je suis. À genoux, je fais ma prière quotidienne. Une fois par semaine. Je sais pas si tu voles ou bien si tu tombes, si t'attends juste que la neige fonde. C'est la saison que t'affrontes. Tu dis que t'es pas une cause à défendre, que personne pourra jamais te comprendre. C'est la saison qui te trompe.
crâne circulaire, brumeux comme l'horizon, qui sniffe de la poudre à canon. Y'a un camion sur mon périph' qui cogne comme un air à vif. Il mâche un sédatif et roule des airs à 200. Une sale crotte de merde sur le crâne, comme Stalingrad qui crame sous 34 degrés centigrades. L'épée de Damoclès en grosse caisse, intérieur cuir Rolex et salope du cachemire. Puis en ombre blanche, je vois des branches mal baisées par des chimpanzés blonds. Une question à résultat pour être positif, quitte à pas être égal entre le Vatican et le Sénégal. La pluie ronge les réverbères comme le coton, les points noirs à plus en voir. J'ai vu me pousser des poires, des espoirs à l'eau de vie qui brûle comme le desktop. Je me déstocke pour reconstruire à Pattaya. Une caïra en bottine, rare comme la zibeline qui court au cou des filles d'amour d'une nuit, d'un coup, d'un jour. Je raconte des bras poilus dans un métro de voiture, tonneau de mercure en équilibre sur la main d'un salut. Une grenade juteuse dans les jambes d'un enfant mort de naissance devant l'assistance publique. Sa mère en fait divers dans un papier d'encre et je chouine comme un sale sample de Gershwin. Un bon champagne sans bulle, une pipe sans dents, une patate sans gants, une trique de keuf sanglante. Une grande invention sans inventeur, une équation en aveugle vision pour regonfler le postérieur. En panne d'essence comme le Bénin, j'ai le béguin, la tête vissée sur l'espérance. Je ne suis pas niais, je suis nié, car je crache à la gueule des mecs sur les billets. J'investis la nuit son turf comme une goutte d'encre à la mer. Et les vagues font des surfs. Je vois des girafes naines dans les coins de ma chambre. Avec des yeux sans peine, elles mastiquent de la viande. Et le soleil me mord, je dis qu'il a tort. Il tord le cou avec mes 2 pouces. Je roule mes... Hello, ici c'est Petit Béliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. Allô? On est CISM, vous écoutez Corridor FM. Ah non! Tendresse matinale. Chaque samedi de 9h à 10h, une heure d'amour, d'harmonie, de poésie et de musique avec Louis Chopin-Laurent sur les ondes de CISM 89.3 FM, la radio des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal. 10 000 watts de puissance, d'amour et de plaisir, CISM. Ici Cri, vous écoutez CISM. Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h, au 89.3 FM. Ne manquez pas la 20e édition du Festival international de Castelier. Du 3 au 9 mars, spectacles pour adultes et jeunes publics, expositions, ateliers et parades festives vous feront découvrir les multiples facettes de la marionnette. Laissez-vous émerveiller par des créations audacieuses de Belgique, de France, de Tchéquie, du Canada et du Québec, dont la performance La Patience des choses, présentée par CISM. Découvrez toute la programmation sur festival.castelier.ca. Bon festival! Du 18 février au 1er mars 2025, en codiffusion avec le Théâtre des Trompes, le spectacle Humeur de veuve sera sur les planches du Théâtre aux Écuries. Une adaptation théâtrale de Parents et amis sont invités à y assister d'Hervé Bouchard dans une mise en scène de Charlotte Gagné-Dumais. Un solo par Marilyn Perrault dans la langue inventive et foisonnante de l'auteur. Bienvenue dans cette cérémonie en compagnie de la veuve Manché. Infos et billetterie sur ausécuries.com. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 heures, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à tue-tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, le dimanche, dès 18h. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Cette émission est une rediffusion. Bonsoir et bienvenue en ce samedi 22 février. Ici Valérie Westwood et j'ai le plaisir de vous accompagner pour une heure.